Bienvenue sur le podcast Cinécritique avec les amoureux du cinéma, j'ai nommé Eve et Tofi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici le numéro 134 de la semaine du 9 septembre 2020 de votre podcast préféré. Les nouveautés de la semaine, les critiques de films et l'actualité du 7e art. Bonjour Tofi. Bonjour Eve et bonjour aux fidèles de notre podcast. On espère que vous avez passé une bonne semaine au cinéma. Nous avions évoqué la semaine dernière l'embellie que connaissent les salles de cinéma après un long et douloureux passage à vide. Cela semble se confirmer en effet, Eve. Oui Tofi, on a noté cette semaine des avant-premières qui affichent complet. Et oui, au niveau des entrées France, le fameux Tenet, la locomotive des exploitants, devrait arriver à 1,4 million d'entrées très prochainement. Il est en tête des entrées France devant la Comédie Française déjantée et Facile historique. Et en troisième position, on retrouve Police de Anne Fontaine, dont nous faisons la critique juste après. Et pour compléter l'info, retour sur le feuilleton Disney, suite et on espère fin. C'est officiel, cette fois-ci, le film Mulan ne sortira pas en France en salle et sera disponible le 4 décembre aux abonnés sur le site Disney+, sans supplément. Soit 2 mois après les autres pays qui, eux, peuvent le voir en payant environ $30 en plus de l'abonnement. Très curieuse politique de Disney. On accueille cette semaine le créateur et rédacteur en chef de la revue de cinéma La 7e Obsession. On lui pose plein de questions sur ce fantastique magazine qui fête cette semaine ses 5 ans, juste après les sorties des films de la semaine. Alors Tofi, quel nouveau film voir cette semaine ? On a sélectionné 2 nouveaux films seulement cette semaine, parmi un choix assez important, 15 films en effet cette semaine. Cause, arrivage, bled, vent 1 demi-mètre de frappe à 250. Ouais, on bouge là, frère. La galérance, elle est finie là. La galérance, elle est finie. Anna Madame Bin Barka, il y a Dark Mag. On commence par la comédie policière La Daronne de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot et Farida Ouachani. Patience Portefeu est interprète judiciaire franco-arabe spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers la Daronne. Plusieurs fois nommé au Festival de l'Alpe d'Huez et de Angoulême, le film est une adaptation du roman du même nom d'Anne-Laure Kayre qui mélange comédie et polar. Les critiques sont partagées sur cette comédie. Certains trouvent que le film ne prend pas une direction franche, comédie ou étude de mœurs, d'autres que le passage du roman au film ne passe pas, certains rouages de l'intrigue initiale semblent irréels. Il reste néanmoins un rôle à contre-emploi pour Isabelle Huppert qui ici se transforme avec ce rôle décalé et quelques scènes savoureuses. Certains ont aimé voir la transformation jubilatoire d'une femme qui s'improvise en dealeuse et renoue avec son passé sulfureux. À vous de vous faire votre propre opinion du film La Daronne de Jean-Paul Salomé. I think you should tell someone about your mom. It's just you and Emmanuel. You wouldn't understand. What's the problem? Talk to me. I I don't don't need get you it. to worry for me. You're nothing such a beautiful world. You have to leave now. Get out, get out. 'Cause nothing can be loved into something. There's got to be a way to sort all this. You just can't keep going on by yourself. Now we're moving forward. I've got 5 pounds. Second film sélectionné cette semaine, la comédie sociale anglaise Rocks de Sarah Gavron avec Bucky Bakray, Kausar Ali et Dangelo Osei Kisiaidou. Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparaît, une nouvelle vie s'organise avec l'aide de ses meilleurs amis. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux. On avait vu et aimé en 2007 Rendez-vous à Brick Lane, un drame britannique sur le destin d'une jeune Bangladaise envoyée à Londres dans le cadre d'un mariage arrangé.
Vous avez compris, Sarah Gavron fait un cinéma de société qui colle à la réalité, un cinéma social partagé entre la douleur d'un drame et l'espérance. Le film Rocks traverse avec maîtrise les thématiques de la mixité, l'amitié, l'adolescence et du sens des responsabilités et la difficulté de devoir grandir plus vite que prévu. Souvent comparé à Ken Loach, d'ailleurs, l'affiche française la présente comme son double au féminin, Sarah Gavron trouve sa propre voix, une voix originale par la tendresse, l'émotion naturelle et surtout sa magnifique comédienne Bucky Backray. La joie de vivre irradie le film pour le plaisir du spectateur. Les valeurs véhiculées par le récit comme la solidarité, l'amitié, l'entraide participent à l'ambiance de ce long métrage vraiment plaisant, même s'il n'est pas original. On vous le conseille, Rocks de Sarah Gavron. On a terminé avec les nouveaux films. On passe aux critiques avec le film italien Citoyen du monde de Gianni Di Gregorio. Deux retraités, le professeur qui a enseigné le latin toute sa vie et Giorgetto, Romain Purju, qui touche une pension de misère, se disent qu'ailleurs, dans un autre pays, l'herbe sera plus verte et leur pouvoir d'achat plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, Antiquaire bohème et Grande Gueule. Déménager, d'accord, mais où ? Cette nouvelle comédie douce, amère, au titre pas très vendeur, est particulièrement plaisante et il est difficile d'y résister. L'auteur du Déjeuner du 15 août en 2009 et de Gianni et les femmes en 2011 pose à nouveau un regard tendre sur la vieillesse et sur ce sentiment nostalgique des sexagénaires vivant dans un monde différent de celui qu'ils ont connu et ayant du mal à comprendre celui d'aujourd'hui. Le film prend le temps de discussions interminables dans des cafés sur le sens de la vie et alterne des coups de blues et des saillies pleines d'humour. On parle certes de sujets parfois graves, le déclassement social, le déracinement des migrants, le travail précaire, mais toujours avec cette légèreté inhérente à ce cinéma fait de finesse et d'intelligence. Une comédie douce, amère, baignée d'humour tendre et de mélancolie, Citoyen du monde de Gianni Di Gregorio. Seconde critique, la comédie française Énorme de Sophie Le Tourneur avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. On rappelle son sujet ? Ça lui prend d'un coup à 40 ans. Frédéric veut un bébé. Claire, elle, n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet alors l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient complètement gaga. Cette comédie est originale car elle renverse les habituels stéréotypes sur les couples. Ici, l'homme est au service de sa femme. C'est l'homme qui veut un enfant, pas la femme. Cette dernière est artiste et pense d'abord à sa carrière. Fantaisie et réalisme sont les moteurs de ce film, d'où peut-être le format carré de l'image qui renforce l'idée du portrait documentaire ainsi que le côté claustrophobique du film. La réalisatrice explose les codes de la comédie maternelle avec des dialogues écrits à partir d'improvisations préalables et ce mélange donne un résultat étonnant, ma foi. Marina Foïs et Jonathan Cohen sont les deux seuls acteurs professionnels de cette production. Le casting est complété par de véritables personnels de santé et d'éducation qui jouent leur propre rôle, ce qui donne à Énorme une production particulière à l'aspect à la fois documentaire et œuvre de fiction. Quand le cinéma se mélange au réel, le tout bien joué avec un humour absurde, cela mérite qu'on s'y attarde. Nous parlions de la comédie grinçante Énorme de Sophie Le Tourneur. Dernière critique de la semaine, nous avons vu le film français de Anne Fontaine, Police, avec Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois. Virginie, Eric et Aristide, 3 flics parisiens, se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle, reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper.
Plus qu'un film sur la vie de simples flics, et encore moins un polar, on est ici en présence d'un film au regard tendre sur un quotidien fait de violence et d'individus désabusés. Le conflit moral qui secoue d'abord Virginie, qui réussit ensuite à sensibiliser ses collègues, résonne avec une actualité brûlante qui voit se confronter deux opinions souvent irréconciliables, la justice humaine et la liberté. Avec une mise en scène très maîtrisée, une même situation montrée plusieurs fois et complétée d'un élément personnel, le jeu des acteurs fouille en chacun d'eux leur part d'humanité pour un résultat écorché vif et désespérant. Un film vibrant avec 3 acteurs au sommet qui fouillent l'intimité et la morale de chacun. Pas forcément optimiste, mais intense et sincère. Nous parlions de Police de Anne Fontaine. On passe à notre invité maintenant. Oui, Tofi, nous avons rencontré Thomas Aidan, fondateur et rédacteur en chef de la revue de cinéma 7e Obsession. Cette revue bimensuelle, qui a déjà 5 ans, a pour mission de défendre toute forme de cinéma, en particulier le cinéma d'auteur, et apporte un regard cinéphile acéré sur les œuvres pour de nouvelles générations en brisant les chapelles et barrières idéologiques. La revue navigue également entre le cinéma et les séries et est particulièrement sensible aux questions de fabrication des œuvres. On l'écoute. Bonjour, donc moi je m'appelle Thomas Aidan, je suis fondateur et directeur de la rédaction de la 7e Obsession, qui est un magazine de cinéma qui est en vente en kiosque tous les 2 mois depuis 5 ans, depuis le 10 octobre 2015, et qui vise à, disons, peut-être c'est pas forcément très modeste de dire ça comme ça, mais qui aimerait en tout cas essayer de moderniser l'image qu'on peut avoir de la cinéphilie, et essayer de repenser en tout cas le cadre même de la cinéphilie à l'heure d'Internet et du décloisonnement des frontières, notamment chez les plus jeunes. Donc l'idée de la 7e Obsession, c'est de répondre aussi à ce nouveau tournant et à ce nouveau mouvement que connaît aujourd'hui le cinéma et la cinéphilie et tous ceux qui aiment le cinéma et également les séries, parce que je pense que aujourd'hui, on peut aller encore plus loin que le cinéma se retrouve aussi dans d'autres formats et pas que exclusivement dans une salle de cinéma. Donc voilà, la 7e Obsession essaie de répondre à tous ces bouleversements et essaye de s'y inscrire et d'être aussi témoin de son époque et témoin de son temps. On connaît malheureusement l'état de la presse, notamment en France, qui est un petit peu compliqué. Et vous avez fait le pari du papier. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ? Qu'il n'y ait pas de version digitale du magazine, c'est à la fois une volonté et en même temps aussi une réponse à nos lecteurs, parce que la plupart sont très attachés au format papier, notamment les gens plus jeunes, notamment dans les enquêtes qu'on réalise. Il n'y a jamais eu réellement de demande de version digitale. Voilà, si on devait en faire une un jour, ça serait, je pense, plus sous format vidéo ou avec des animations digitales, quelque chose qui sortirait un peu de l'ordinaire. Après, voilà, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour et c'est pas encore notre dynamique. Je pense qu'on considère le papier comme un support contemporain et moderne et qu'on peut vraiment encore s'amuser avec ce support et que c'est un support qui reste, c'est un support qu'on garde et c'est un support aussi de prestige et de qualité. Et je pense que c'est important aussi d'avoir un objet de référence, quelque chose qu'on puisse aussi avoir comme ça près de soi et qui va raconter des émotions, qui va raconter des sentiments, qui va traduire aussi par l'écrit, mais par la mise en scène entre le texte et l'image et avec le papier, toutes sortes de choses qu'on a pu ressentir devant des œuvres de cinéma ou télévisuelles. On est quand même à plus 22% sur 2019 versus 2018, donc on a une belle augmentation et sur 2020 on est aussi en augmentation et en progression des ventes. Et si on pense à tout le groupe Sopress par exemple, avec Society notamment qui a fait un carton cet été, enfin on est sur des titres qui sont tous en progression avec un lectorat qui se rajeunit également. Donc au final, évidemment la presse papier change énormément, je pense que les volumes changent, on vend pas les mêmes quantités qu'avant,
mais on peut faire aussi des objets qui sont plus chers, qui sont plus qualitatifs et qui répondent à un autre besoin du contemporain, qui n'est pas du tout celui de l'époque dans lequel la presse papier a pu se prospérer avec des tirages monumentaux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire de presse papier aujourd'hui. Voilà, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui a été déréglé, qui a été changé. Et en même temps, il faut aussi savoir s'adapter. Ça, je pense que c'est le propre de tout bon éditeur, c'est de savoir s'adapter. Voilà. Et j'ai entendu dire que vous alliez lancer une nouvelle maquette très prochainement. Le numéro de septembre-octobre, qui est le numéro 30, va sortir jeudi en kiosque. Et donc, va être la nouvelle formule qu'on a annoncée la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une nouvelle maquette, donc une nouvelle charte graphique, une nouvelle typographie, une maquette plus aérée, plus contemporaine, plus moderne aussi, avec une part plus importante accordée à la photo aussi également et aux photos de film. Et puis, on mixe un peu plus avec du dessin également, avec des partis pris graphiques un peu plus audacieux également, même si c'était déjà un peu le cas sur certaines de nos maquettes, mais on essaye vraiment de pousser le bouchon plus loin. Et une pagination augmentée, on est sur du 148 pages au lieu du 132 comme d'habitude. On revient à la pagination du début de la 7e obsession. Les 2 premiers numéros faisaient 148 pages. Voilà, donc c'est une nouvelle maquette surtout, et des nouvelles rubriques, notamment d'ouverture, ce qu'on appelle les premières pages, qui sont signées en majorité par des figures féminines du cinéma, donc soit des photographes, soit des chefs opérateurs. Il y a une costumière également, donc voilà. Il y a pas mal de femmes dans ce numéro, et notamment en ouverture de la revue, où on aura de nouvelles pages qui sont des cartes blanches laissées à des personnalités féminines qu'on adore et qu'on aime beaucoup. Donc voilà. Donc, je peux pas encore trop en dire, hein, je garde la surprise, mais c'est vraiment une manière aussi j'allais dire de rajeunir, mais je pense qu'on était déjà, on essaie toujours d'être jeune, mais je pense de pas se reposer sur nos lauriers, et de garder toujours un train d'avance, d'être toujours un peu à l'avant-garde de l'époque, pour proposer un objet cinéma qui soit toujours à la pointe, on va dire. On essaye. Ok, très bien. Vous avez aussi sorti un numéro spécial sur le réalisateur d'origine italienne Dario Argento. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type ? Oui, on a un hors-série qui doit sortir début octobre, dont je peux pas encore révéler non plus la thématique, mais qui sortira le 8 octobre, donc dans un mois. Voilà, une nouvelle sortie. Et on aura probablement, mais c'est pas encore confirmé, un autre en fin d'année. Et en 2021, il y en aura aussi d'autres. On continue la collection, on n'arrête pas, sachant que c'est des objets qui sont assez prisés des lecteurs. Ça marche plutôt bien, et je pense que ça va bien dans notre dimension d'obsession, d'avoir un seul sujet à chaque fois. Je pense que ça plaît quand même pas mal, notamment notre logique aussi de se concentrer sur peu de sujets, mais de se concentrer de manière efficace et intelligente, et de pas s'éparpiller sur 1 milliard de sujets, comme ce que font beaucoup de magazines. Et je pense qu'on essaie vraiment d'avoir des zones, même dans la revue, avec beaucoup de pages accordées à certains de nos sujets. Voilà, ça fait aussi partie un peu de notre identité. Et sur le hors-série, forcément, ça cristallise ce geste éditorial-là. Donc, on va dans cette veine en 2020 comme en 2021, et ainsi de suite. Ok, très bien. Merci beaucoup Thomas Edan pour ces questions et ces réponses très intéressantes. En fait, on voit qu'en France, il est possible de lancer des projets qui fonctionnent super bien sur une thématique, évidemment, qui est assez porteuse, le cinéma, et vous voir réussir dans ce domaine est plutôt rassurant. Merci beaucoup Thomas. Merci. Et à très vite alors pour d'autres aventures peut-être. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant de voir que cette revue, qui dépoussière le genre, a maintenant 5 ans et se projette vers l'avenir. Elle traite aussi bien des films au cinéma que les séries et documentaires. Son équipe est jeune et ça, c'est un signe. Vous pouvez acheter son dernier numéro de la 7e obsession chez votre marchand de journaux avec une très très belle couverture colorée de Wonder Woman qui traite ce mois-ci, vous l'aurez deviné, de l'histoire des héroïnes au cinéma. Et si cela vous plaît, on vous invite à vous abonner et vous allez devenir, comme nous, un obsédé du cinéma.
Et c'est sur cette interview que nous refermons la page de notre podcast Cinécritique. On vous le rappelle, chaque mercredi, sans interruption, le podcast Cinécritique sélectionne les meilleurs films du grand écran et évoque tous les potins, tournages et informations sur le cinéma. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à vous abonner et à noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper, le podcast Cinécritique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. À la semaine prochaine. Très bonne semaine à toutes et tous et donc à mercredi prochain.